Bonjour YouTube, bonjour à tous. Débrief décalé de ce match entre Lyon et Reims. On n'a pas fait en direct, mais on est ensemble pour le débrief en différé de ce match, le débrief à froid, puisque comme vous le savez, hier, samedi, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot contre le Stade de Reims, mais a livré une performance plutôt intéressante. On va débriefer ça ensemble, un peu plus rapidement que d'habitude, puisqu'on est sur un débrief à froid. J'en profite déjà pour vous remercier d'être aussi fidèle sur YouTube, d'être fidèle sur Twitch, puisque vous êtes encore nombreux malgré l'horaire tardif le dimanche. Voilà, ça me fait très plaisir d'être là. C'était le dernier match avant la grosse échéance de la fin de saison de l'OL, qui est le match contre Valenciennes mardi. On va en parler après, mais d'abord on va se concentrer sur ce match contre Reims, puisque on avait prédit une fin de saison plutôt tranquille pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et forcé de constater que les résultats des autres équipes font que aujourd'hui, avec ce point du match nul ramené par l'OL contre Reims, l'Olympique Lyonnais est à 4 points de la 7e place, qui est potentiellement qualificatif pour l'Europa Conférence si jamais la Coupe de France venait à tomber dans les mains du Paris Saint-Germain. Et quand même, 4 points de Rennes, 4 points de l'OM, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Il reste aujourd'hui en Ligue 1, si je dis pas de bêtises, 7 matchs. 7 matchs à disputer, 4 points. Il y a Chermoy, les amis. Il y a Chermoy. Maintenant, le calendrier de l'OL sera difficile. Mais voilà, force est de constater qu'il y a quand même de quoi espérer. On va parler plus tard dans ce live, beaucoup plus tard, de OM PSG. On va parler plus tard de Strasbourg-Rennes également. Pour dire surtout qu'il y a peut-être moyen, puisque la dynamique de cette équipe de Lyon est plutôt positive. Alors on va rappeler à peu près comment ça s'est passé ce match-là. L'ouverture du score contre le cours du jeu de Opoku, Opoku, je sais pas qui c'est, Okumu à la 55e minute. Égalisation à la 65e d'une superbe tête plongeante de Ernest Nuama, qui permet à l'Olympique Lyonnais de revenir à un partout, puis une seconde mi-temps qui consiste en un Noël qui pousse et un Reims qui souffre, mais pas de but côté lyonnais, un petit peu de maladresse, et peut-être aussi la volonté de préserver certains cadres en vue du match contre Valenciennes. Un partout que moi, honnêtement, j'ai trouvé plutôt satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans le chat, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai trouvé ce match plutôt intéressant. J'ai vu une équipe en maîtrise, une équipe plutôt intéressante sur le terrain et une équipe qui a des vraies bases. On est quand même parti sur un gros changement tactique de la part de Pierre Sage, puisque Pierre Sage avait fait le choix un petit peu surprenant. Alors on avait dit que la fin de saison serait pour tester des choses, et Pierre Sage a testé des choses, avec une formation qu'on aurait pu imaginer en 4-4 de losange, mais qui en réalité s'est plutôt transformée en une sorte de 3-5-2, avec Tolisso qui est venu se glisser entre les deux défenseurs centraux et un milieu de terrain Matic-Cacré, avec notamment des ailiers pistons assez hauts, Enrique qui en a notamment bénéficié puisqu'il a fait un excellent match, et Orban titularisé avec Lacazette devant Ryan Cherki, auteur d'une très bonne première mi-temps. Donc on a eu cette espèce de test d'une défense à 3, deux pistons qui vont jouer fort devant, et surtout un Ryan Cherki en numéro 10 qui a livré une prestation très intéressante, on va en parler après. Donc une expérimentation côté Sage qui a plutôt bien marché. Moi j'ai trouvé que ce match du côté lyonnais avait été maîtrisé sans être outrageusement dominé, pas mal de maladresse en attaque, notamment Lacazette qui n'était pas vraiment à fond dedans, et beaucoup, c'est une tendance un petit peu lourde quand même, mais c'est pas si inquiétant que ça, cette tendance à avoir du mal dans la dernière passe, avoir du mal à se créer l'occasion qui va tuer le match ou en tout du moins ouvrir le score. Là, on a vu un scénario un peu frustrant avec un Olympique Lyonnais plutôt sûr de soi, plutôt serein, et qui s'est fait prendre à revers sur un coup de pied arrêté où justement d'ailleurs 5 secondes avant, Laurent Paganelli, qui travaille très bien ses matchs, a dit mettre un but de la tête contre Lyon ça va être très compliqué, alors qu'on est quand même contre Reims. Les spécialistes débutent sur coup de pied arrêté, mais on en parlera peut-être après. Voilà. J'ai vu que la deuxième mi-temps, j'ai pas vu une seule seconde de Cherki. Oui, Cherki, alors de ce que j'ai cru comprendre, il est sorti parce qu'il a eu une petite alerte musculaire, donc rien à voir avec sa performance puisqu'il a été très bon. Mais ça devrait aller normalement pour le match contre Valenciennes. Le Paga, je l'ai vu venir, ouais, évidemment. Bon, après, on parlera de Canal+ après, c'est pas le truc important. Moi j'ai quand même trouvé ça intéressant de la part de Pierre Sage de tester des trucs, parce qu'on sait que l'objectif c'est le match contre Valenciennes, et on sait également que ce match contre Valenciennes va être difficile pour deux raisons. La première, c'est que
Valenciennes va bétonner, comme Strasbourg avait bétonné pour aller au tir au but, et c'est ce qu'ils avaient réussi à faire, et que l'OL va avoir du mal face à des équipes qui bétonnent. Donc peut-être cette solution à 3 derrière peut se transformer en solution avec les pistons qui vont très très haut pousser, et être une manière un petit peu de contourner une potentielle défense à 5 derrière. Potentielle, je dis même, ça me paraît assez évident que Valenciennes va bétonner derrière. Et l'autre chose qui me semble intéressante, c'est quand même ce match a permis de reposer un certain nombre de cadres, puisqu'ils sont sortis très tôt. Bon, Cherki est sorti blessé, mais Lacazette est sorti relativement tôt. On a donné du temps de jeu à des joueurs qui en avaient besoin, comme Ernest Nuama. Et on voit bien que, mine de rien, se construit petit à petit dans cette équipe quelque chose de cohérent. Pas forcément quelque chose de flamboyant. Je vais vous montrer les stats, si ça fonctionne, puisque pas grand-chose fonctionne aujourd'hui. Je vais vous montrer les stats. Donnez-moi 2 secondes. Je les ai mal préparés, mes stats. Voilà, les stats qui sont pas à jour. Je vous les affiche dans 2 secondes. Hop là, voilà. Tac, tac. Les stats du match, pour vous montrer que c'était quand même un match relativement équilibré, mais dominé par l'Olympique Lyonnais, avec 1,92 expected goals. Un petit peu de tergiversation, l'OL n'aurait pas volé ce match s'il l'avait emporté, face à une équipe de Reims un petit peu décevante dans le jeu. Reims qui a été relativement attentiste, ça aurait pu marcher, ils attendaient derrière, ils ont attendu les coups de pied arrêtés, ils ont réussi à marquer un but comme ça, mais peut-être un petit peu décevant par rapport au Reims qu'on avait vu en début de saison, qui était un petit peu plus flamboyant. On aurait dû marquer en première mi-temps, tu trouves pas? Bah oui et non. Il y a eu une domination, mais assez stérile, avec un manque de finesse peut-être dans le dernier tiers. Et je ne suis pas surpris que l'OL fasse un match nul, parce qu'il a manqué quelque chose à cette équipe pour aller l'emporter ce soir-là. Et je ne suis pas surpris par le score, très honnêtement. 74% de passes réussies côté Reims, dommage de ne pas en avoir profité. Reims avait un plan de jeu assez clair, un plan de jeu assez clair qui aurait pu marcher, puisque Reims a mené au score. C'est un peu décevant. Je vous avoue que je suis un peu déçu par Will Steele, qu'on a encensé à raison en début de saison. Et bon, je trouve que ce Reims a de plus en plus de mal. Rappelez-vous le début de saison, quand on faisait encore les débriefs Ligue 1, on disait « Waouh, Reims, ça joue bien au foot et tout. » Ils étaient potentiellement européens. Bon, là, Reims retourne à une place qui est déjà très honnête, parce que je crois qu'ils sont 8e. Et c'est un peu décevant quand on voit ce qui a été déployé en début de saison. Ouais, voilà, déçu par Reims. C'était pas lui, là, c'est son adjoint. Oui, enfin, son adjoint, c'est son frère, si je dis pas de conneries, c'est pareil. Il est en tribune de presse, c'était lui. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu une constante, ce que tu dis, Antistar. C'est vrai que Reims a cette constante de bien démarrer, puis de tomber un petit peu en température au fil de l'année. C'est un peu dommage, alors que Brest, dans un autre temps, continue de bombarder. C'est assez fascinant, quand même, ce que fait Brest, qui est aujourd'hui toujours 2e avec 50 points. C'est assez fou, mais bref, on en parlera un autre moment. Les habitants de Reims s'appellent comment? Les Rincés. C'est pas terrible comme van, ça. C'est pas terrible. C'est parce que l'OL fait peur aux autres clubs. Ah, écoutez, en vrai, faisons un peu le bilan. Faisons un peu le bilan et regardons ce match, prenons un peu de hauteur. C'est un match contre un adversaire direct, puisque aujourd'hui l'OL ne joue plus le maintien. L'OL peut se permettre de viser un petit peu plus haut. C'est un match contre un adversaire direct où l'OL a été meilleur. Pas outrageusement meilleur, mais quand même meilleur. Et ça, je pense que c'est quand même important quand on voit d'où vient l'OL. L'OL, c'était une équipe qui, il y a encore quelques mois, n'était pas capable de gagner contre un relégable, voire se prenait des branlées par les relégables. Donc, la progression, elle est lente, mais elle me semble quand même assez visible dans ce qui est fait sur le terrain, dans le rôle des joueurs, dans la confiance des joueurs, notamment Maxence Cacré, qui n'est plus le même joueur, et pas aidé par l'arbitrage. Alors ça, c'est un autre sujet, on va en parler après, parce que l'arbitrage, c'est un gros sujet ce week-end, c'est un gros sujet. Dommage avec la défaite de l'OM. C'est pas dommage. L'OL peut pas gagner tous ses matchs. Voilà, l'OL peut pas gagner tous ses matchs. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'OL est à 4 points. Alors, il y a plusieurs équipes qui sont devant, donc ça va être dur d'aller les chercher. Mais l'OL est à 4 points de la 7e place. Et 4 points de la 7e place, ça se fait vite. Ça se fait vite. La 6e place est un peu plus loin, puisque c'est Lens. Et je ne sais pas compter, mais je crois que ça fait 7 points, si je ne dis pas de bêtises. Après, oui, le calendrier de l'OL ne sera pas simple, puisque l'OL va aller à Nantes. Alors, ce sera à huis clos. Et Nantes, avec un nouveau coach, on sait ce que ça donne. Et derrière, il y aura quand même un enchaînement très compliqué de Brest, PSG, Monaco. Et ça risque d'être dur à un moment d'enchaîner ces 3 matchs-là en engrangeant des points. Alors qui sait, peut-être que le PSG aura la tête ailleurs, la tête à la Ligue des Champions. Qui sait, peut-être que Brest va tomber en température. En tout cas, ça en a pas l'air. Et peut-être que derrière, j'avais oublié, il y a Lille derrière aussi. Il y a Lille. Donc cet enchaînement de 4 matchs, Brest, PSG, Monaco, Lille, risque quand même d'être un petit peu compliqué
pour rattraper des points sur les équipes de devant. On verra. Toujours est-il qu'au niveau comptable, 4 points, ça se fait très vite. Et c'est vrai que c'est presque un petit peu dommage de ne pas en avoir gratté 2 de plus, puisque si l'OL avait réussi à mettre ce deuxième but contre Reims, l'OL serait aujourd'hui à 2 points d'une potentielle qualification européenne. Parce qu'il y a 2 scénarios de toute façon. Soit l'OL bat Valenciennes et bat le PSG en finale, ou Rennes, hein. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et l'OL sera qualifié directement en phase de groupe de l'Europa League. Ou alors l'OL ne gagne pas la Coupe de France, le PSG ou Rennes gagne la Coupe de France, et à ce moment-là, la 7e place sera qualificative pour l'Europe, à moins que Rennes termine 8e. Enfin, bref, vous avez vu, on est avec Dessy et compagnie. Mais voilà, il y a aujourd'hui plusieurs possibilités pour l'OL de sauver sa saison. On a déjà battu Lille, Nantes et Monaco. Je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis que ce sera pas facile. Tout comme l'OL est parfaitement capable de battre le PSG aussi, hein. Parce que là, l'OM a fait un très mauvais match, mais je pense que le PSG, ils étaient prenables en première période. On verra. 7 matchs, il y a de quoi espérer quand on voit la prestation globale de l'OL contre Reims. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'ordre ? J'ai noté quand même un peu de maladresse en première période. Moi, je voulais quand même revenir sur un truc. Et attendez, je vais préparer mon clip parce que je l'ai préparé. Alexandre Lacazette fait une bonne saison, je vous dis pas le contraire. Sauf qu'on voit que dans les matchs où Lacazette est moins bien, c'est dur de marquer. C'est très très dur. Et moi, je commence à être un petit peu inquiet de l'après Lacazette. C'est-à-dire, je pense à la saison prochaine. Puisqu'à un moment donné, Alexandre Lacazette, logiquement, va commencer à décliner. Il a 32 ans, 33 ans, je sais plus. Et j'ai un petit peu peur de cet après Lacazette. Comme j'avais déjà peur cet été en tout cas de l'absence de Lacazette. Et ce qu'on montre Orban ne me rassure pas. Et aujourd'hui, j'ai très peur d'un Lacazette déclinant qui ne marquera plus que 10 ou 15 buts par saison, ce qui sera déjà très bien. Et ça m'inquiète un petit peu parce que la seule chose qui manque réellement à cette équipe, c'est de savoir tuer un match, c'est de savoir tuer une rencontre. Et Alexandre Lacazette sait encore le faire 2 matchs sur 3. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer, Lacazette ne va plus le faire que 2 matchs sur 4, qu'un match sur 4, et il va falloir trouver une solution derrière. On sait que Gift Orban a été recruté pour prendre la suite de Lacazette. Est-ce que ça suffira ? Peut-être, peut-être pas. C'est pas du tout le même registre. Mais voilà, je suis quand même un petit peu inquiet si je dois mettre une once d'inquiétude sur la transition post-Lacazette, notamment pour la saison prochaine, puisque tout à l'OL est plutôt bien construit pour la saison prochaine au niveau de l'effectif, mais ce poste de numéro 9, c'est pas Mama Baldé et c'est probablement pas encore Gift Orban qui vont être capables de prendre la suite. Hop, j'appuie sur mon petit bouton clip. Voilà, pour le sortir plus tard. J'ai quand même vu un Matic un petit peu fatigué. Je pense que l'enchaînement des matchs ne l'aide pas. Je ne serais pas surpris, très honnêtement, que Matic ne soit pas titulaire mardi. Parce que je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Tu as une mine de cocaïnomane en rémission. Je suis fatigué, effectivement, mais je ne suis pas cocaïnomane. Je suis extrêmement fatigué parce que je travaille beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté ? On va parler quand même de l'arbitrage. On va parler de l'arbitrage et on va élargir un petit peu l'arbitrage. Pourquoi ? Parce que Thomas Léonard, on en avait déjà parlé sur la chaîne, c'est pas un arbitre que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu faire des matchs absolument catastrophiques, notamment un match contre Nice qui avait été arbitré avec les pieds. Je crois que c'était lui qui arbitrait Monaco-Nice. Il y a quand même un certain nombre de situations qui sont un peu gênantes. Cacré, il part au but, il se fait sécher complètement. Il faut vraiment m'expliquer pourquoi on ne revient pas au moins à la VAR pour aller checker ce qui se passe, parce qu'il se fait quand même sécher sale. Alors oui, la frappe, elle va pas au but, mais c'est pas parce que la frappe va pas au but qu'on peut tacler un mec n'importe comment. Ensuite, il y a Mama Baldé, alors je crois qu'il est hors-jeu, je crois que c'est parce qu'il est hors-jeu, mais je suis pas sûr. Et il y a ce tacle sur Enrique, on a vu ce soir pour le match du MPSG, on a vu un carton rouge pour Beraldo, qui a juste écarté un mec de la main. Il n'y a même pas faute, à mon sens, à mes yeux. Là, c'est rouge. Par contre, Enrique qui se fait massacrer le tibia, voilà. Jacob Ryan a pris rouge pour avoir effleuré un tibia, et c'est très bien, parce que c'est la règle. Il faut m'expliquer. Je crie pas au complot, comme d'habitude, vous savez quelle est ma ligne. Pour moi, ce n'est jamais un complot, parce que le complot, c'est... Voilà, faut arrêter de voir des complots partout. Mais il y a quand même un manque de cohérence dans l'arbitrage. Chacun fait à sa guise. La VAR, on comprend pas trop comment ça fonctionne, parce qu'un coup... la VAR appelle l'arbitre et l'arbitre se sent obligé de changer sa décision. Puis quand il l'appelle pas, l'arbitre se sent pas légitime pour aller changer potentiellement sa décision. Donc je suis mal à l'aise, moi, quand je vois l'arbitrage de ce soir entre l'OM et le PSG. Quand je vois le but de l'OM qui est refusé pour un hors-jeu,
quasiment indétectable et en plus pas vraiment changeant dans le but, je comprends pas. Le carton rouge de Beraldo, je comprends pas. Le non-penalty sifflé sur Cacré, je comprends pas. La non-faute sifflée sur Enrique, je comprends pas. Donc voilà, on comprend rien. On comprend rien à rien. Tous les week-ends, c'est pareil. Tous les week-ends, on a des trucs qui n'ont pas trop de sens. Puis après, on a des compensations. Puis un coup la VAR, puis un coup pas la VAR. C'est très très rare quand même qu'on voit des arbitres qui vont voir la VAR et qui disent « Ah bah non, en fait, j'ai pris la bonne décision ». On l'a vu dernièrement. Je crois que c'est Clément Turpin, je veux pas dire de bêtises, ou Le Texier, qui est allé voir la VAR pour être sûr et qui a dit « Non, non, ma décision est bonne, je la garde ». Bah, ça devrait être plus souvent comme ça quand même. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune cohérence dans l'arbitrage, il n'y a aucune cohérence dans le recours à la VAR. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est que vraiment, parfois, on appelle la VAR sur du pinaillage, alors que je vous rappelle que la règle, c'est quand même une erreur manifeste. Donc normalement, si vous prenez une décision, que la décision est contestable, mais que ce n'est pas une évidence que la décision est mauvaise, c'est une décision qui n'est pas une erreur manifeste. C'est une erreur d'interprétation à la limite. Et on appelle la VAR pour des micro-trucs qu'il faut revoir 15 fois avec une image arrêtée pour pouvoir prendre une décision. C'est pas ça. La VAR, normalement, c'est pour une erreur manifeste. Donc j'ai du mal avec ça. J'ai un peu de mal. Déjà, le terme manifeste veut rien dire. Ah bah ça, c'est autre chose. Mais j'ai un peu de mal quand même avec cet arbitrage. À un moment, c'est robotique sur certains aspects. Le hors-jeu, on nous sort des calculs de trigonométrie là, de mathsup, mathsp pour nous dire que regardez, il a un poil de cul qui est devant la jambe de l'adversaire, du coup c'est hors-jeu. Ok. La goal line technologie, ok, c'est bien. Ça, c'est oui ou non, c'est rentré ou c'est pas rentré. Mais derrière, c'est vraiment à la zup complet. Moi, je suis un peu mal à l'aise parce que souvent, ça tourne en défaveur de l'OL. Souvent, ça tourne en faveur de l'OL. On a vu le match contre Nice où c'était plutôt en faveur de l'OL. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, c'est des gens qui se sentent lésés. Et j'ai pas l'impression que la VAR parvienne à enrayer ça. La VAR devrait être utilisée que pour les erreurs manifestes, des erreurs claires et évidentes, et pas pour des questions d'interprétation. Sur Beraldo, c'est pas une erreur manifeste. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il n'y a pas faute? L'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute. On revoit au ralenti, c'est pas évident qu'il y a faute. Bah, il n'y a pas faute. Voilà. Même s'il y a peut-être une toute petite faute si on cherche. Non, il n'y a pas faute. Voilà, c'est une erreur manifeste. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde un petit peu. Voilà, la règle est mal établie. La manière de gérer la VAR est mal établie, ça c'est une certitude. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Paganelli. Bon, ça, on va parler de Canal+, quand même. Hein. Mais on en a déjà parlé, c'est bientôt fini, donc on va passer à autre chose. Mais je serais curieux de savoir combien de temps ont bossé les commentateurs de Canal+ et les hommes de terrain sur ce match, honnêtement. Parce que déjà, il y a un truc qui m'énerve. Et c'est anodin, et vous allez dire, tu pinailles. Jake O'Brien, c'est pas Jack O'Brien. Patrice Loco, c'est pas Patrick Loco. À un moment donné, c'est quand même pas compliqué de retenir un prénom. On n'est quand même pas sur des joueurs d'Épinal en Coupe de France, où on peut se tromper un petit peu. Non, non, c'est trop compliqué de donner les bons noms et les bons prénoms, quoi. Donc vraiment, j'ai le sentiment que non seulement ils s'en foutent, Canal+, mais en plus, les mecs qui sont dessus, ils sont là, Club Med. Hein. Club Med, on s'en fout, on commande parce qu'on a envie, on est des potes, voilà, on est sur Twitch. Jack O'Brien, flemme, quoi. C'est Jake O'Brien. Est-ce que c'est vraiment compliqué? C'est pas grave, oui, c'est pas grave. C'est fatigant, quoi. Oui, où ils ont confondu Nakamura et Ito. Bon, ça, c'est la classique. Mais ouais, ça fait très France 3, effectivement. Ça fait très France 3. Qu'est-ce que j'ai noté? Une fin de match assez intéressante quand même. Moi j'ai beaucoup aimé la deuxième période de l'OL. La deuxième période m'a beaucoup plu, notamment quand on a eu les changements et la sortie de Matic, où on a eu un 4-2-3-1 avec Benrahma dans l'axe, Fofana à gauche, Nuama à droite et Orban en pointe. Et déjà j'ai trouvé Benrahma génial dans son entrée, Nuama aussi. Mais cette capacité qu'a eu l'OL en seconde période à changer sa manière de jouer au foot, à être beaucoup plus offensif et surtout à jouer beaucoup plus long, avec des longs ballons, à étouffer l'adversaire, moi ça m'a beaucoup plu. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on réussisse à marquer ce deuxième but qui à mon sens aurait été mérité. Mais vraiment j'ai quand même l'assentiment que certes le résultat est peut-être un peu décevant, notamment parce qu'il y a l'ouverture du score de Reims et moi j'ai eu très peur qu'on réussisse jamais à revenir parce que Reims c'est une équipe qui est quand même solide. Et j'ai trouvé que collectivement c'était un bon match de l'OL. C'était un beau match de l'OL, avec des choses intéressantes, avec des dédoublements et des joueurs qui se parlent et des joueurs qui s'entendent. Et je trouve quand même que c'est intéressant de voir que cet OL en 4-3-3, il est cohérent. En 3-5-2, il est cohérent, même si c'est pas vraiment un 3-5-2, c'est plutôt un 3-4-1-2. Et on a eu une espèce de 4-2-3-1 à la fin, qui était plutôt sympa aussi. Donc,
c'est intéressant ce que fait Sage, je trouve. C'est assez intéressant. Je trouve qu'il est plutôt dans l'expérimentation, mais l'expérimentation intelligente. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Son coaching est très bon. Nuama, on a l'impression qu'il gagnait au loto. Bah, Nuama, ouais, on va en parler parce que la célébration de Nuama, moi, elle m'a touché. Parce qu'on sent que c'est un mec. J'ai l'impression quand même que Nuama, c'est un garçon, c'est un prouveur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Nuama, il est sûr de ses qualités. Et il a un peu du mal à les exprimer pleinement en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Et je pense vraiment, je continue à croire à la théorie du ketchup, que Nuama va venir à un moment donné où ça va péter. Parce que Nuama, foncièrement, c'est un bon joueur. Il lui manque un déclic, il lui manque un peu de maturité, il lui manque la compréhension que le championnat de Ligue 1, c'est un championnat qui est dur, mais je reste persuadé, je reste sur ma ligne à continuer de penser que Ernest Nuama a une qualité immense et je pense qu'il a besoin de la confiance et il a besoin de se sentir aimé pour que ça parte dans l'avant. Et je pense que c'est pareil avec Orban d'ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Et c'est le Nuama qu'on aime voir, c'est le Nuama un peu Nuama junior là, qui virevolte de tous les côtés. Le deuxième but est magnifique d'ailleurs, enfin vraiment, l'action du deuxième but c'est magnifique, c'est une attaque placée fabuleuse avec des dédoublements partout, Nuama qui prend bien l'espace et qui met une superbe tête plongeante. Et je trouve la deuxième période très rassurante sur l'impact des remplaçants et la capacité à se renouveler et à changer de manière de jouer. Et ça me rassure plutôt pour le match de Valenciennes, où on va avoir un match qui va être compliqué, on va avoir une équipe en face qui va bétonner, beaucoup plus que l'a fait Reims sur ce match-là, et il va falloir se renouveler, il va falloir trouver des joueurs qui foutent le bordel. Et moi, j'ai besoin d'avoir un Nuama dans une équipe qu'on va avoir contre Valenciennes, qui va jouer probablement en 5-4-1 des enfers, pour foutre le sbul. Je voulais qu'on parle aussi de Enrique, parce que Enrique, moi le premier, on l'a souvent relégué à un rôle de bon gars du vestiaire qui dépanne. Mais force est de constater qu'Enrique, c'est quand même pas si mal. Hein. Et là, dans ce rôle de piston offensif, parce que vous savez, hein, Pierre Sage, il a déjà testé ces espèces de milieux latéraux qu'il aime bien mettre en avant. Enrique a ce profil-là. C'est pas le plus grand défenseur de l'histoire, on le sait, Enrique, il est pas très fiable en défense, mais offensivement, il est quand même pas mal. Offensivement, il est pas mal. Et là, sur ce match, il a été très très présent, puisqu'il a été souvent libre sur le côté gauche, et il a été vraiment excellent, quoi. Vraiment excellent. Et du coup, on a souvent parlé de comment faire en sorte que Orban puisse jouer dans cette équipe sans être remplaçant, comment faire en sorte que Cherki puisse s'exprimer au mieux. Bah on a le système qui permet à ces deux joueurs-là de s'exprimer. C'est ce 3-4-2-1, ce 3-4-1-2, un petit peu hybride, avec des pistons qui montent beaucoup. Et on a souvent dit, le losange, ce sera compliqué parce que l'OL n'a pas des bons latéraux pour ça. Il se trouve que Maitland-Niles est un excellent milieu latéral offensif, et que Enrique coche cette case-là. Alors est-ce que ce sera suffisant? Je pense toujours pas, je pense toujours qu'Enrique est un petit peu limité, mais des prestations comme ça, franchement, Enrique, chapeau quoi. Et surtout, voilà, ce que tu dis, révisons nos classiques, Enrique, il est fiable. C'est un mec qui a un état d'esprit irréprochable, qui se donne à fond, et qui est peut-être pas le plus grand latéral de l'histoire, mais qui coche les cases. Et c'est pas mal d'avoir des mecs comme ça. Donc on verra si Nicolas Tagliafico reste encore une ou deux saisons à l'OL. Mais Nicolas Tagliafico a deux problèmes. Une, c'est qu'à mon avis, il aspire peut-être à un petit peu mieux, et qu'il est vieillissant, quand même, Nicolas Tagliafico. Et le deuxième vrai problème avec Nicolas Tagliafico, c'est que c'est pas un ailier offensif. C'est pas un arrière offensif, pardon. C'est un arrière latéral inversé presque, qui vient toujours se mettre dans l'axe, qui déborde très peu. Là où Enrique, malgré ses lacunes évidentes, a ce côté un peu brésilien, hein, pour faire du stéréotype, de mec qui va percuter et monter. Donc je pense que peut-être que cet été, il faudra se mettre en quête d'un latéral titulaire qui soit plus dans le style de Enrique, mais à un niveau supérieur. Aujourd'hui, j'en vois pas sur le marché. J'en vois pas comme ça, évidemment. Peut-être que la cellule va nous sortir un Maitland-Niles bis de son chapeau. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant de voir cette structure hybride. Moi, je ne pensais pas que Tolisso et Matic pouvaient fonctionner ensemble, et que si jamais on mettait Tolisso en défenseur central et Matic devant, ça allait faire doublon. Bon, bah ça fonctionne, hein, en réalité. Et si ça peut permettre aussi de faire souffler Matic à un moment donné, avec le retour imminent de Aurel Mangala, c'est pas plus mal. Donc voilà, je suis plutôt rassuré par ce match contre Reims, peut-être un peu frustré par le résultat, mais plutôt rassuré sur la suite et sur ce que l'OL peut encore aller chercher dans cette fin de saison, c'est-à-dire la qualification en finale dès mardi, et surtout, peut-être une 7e place qualificative pour l'Europe, on ne sait pas. Voilà, variété de système, quel plaisir. Ouais, c'est le premier coach de l'OL depuis longtemps qui est capable de mélanger des trucs, quoi. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Ça, c'est intéressant. Matic plus Tolisso, ça ralentit quand même pas mal le jeu. Moi, je les ai trouvés intéressants. On n'a pas parlé de Cherki, mais on va en parler après quand on va faire les notes. Moi, j'ai trouvé Cherki très intéressant.
Je sais que c'est toujours l'axe central des discussions, parce qu'il y a ceux qui trouvent qu'il est surcoté, il y a ceux qui crient au génie, et il n'y a pas beaucoup de nuances avec Cherki. Moi, je trouve quand même que c'est rassurant. Ça fait 2 matchs de suite où Ryan Cherki joue intelligemment. C'est pas un, il joue pas comme un crack. Il joue comme un mec intelligent. Il joue comme un adulte. Et là, j'ai trouvé que sa première mi-temps était très très intéressante, très appliquée, très propre et sobre. Et moi, c'est le Cherki que j'aime. C'est le Cherki qui garde ses gris-gris et sa qualité technique pour de petites occasions, mais qui n'est pas focus sur ça. Et je trouve que Cherki, sur le match contre Reims, a été très juste. Et c'est ça qu'on lui demande. C'est de la justesse et de la maturité. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Et peut-être même qu'il réussira à s'imposer dans le 11 d'ici la fin de saison pour pouvoir peut-être imaginer un futur un peu plus radieux que ce que les derniers mois ont laissé penser de côté de Ryan Cherki. Et surtout, parce que la vraie échéance de Ryan Cherki, c'est pas le mercato, c'est les JO. Et pour l'instant, il est encore en contention. Mais les JO, vous savez, c'est 18 joueurs. Thierry Henry en a sélectionné 23. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui vont sauter. Et c'est pas sûr que Cherki fasse le cut. Donc là, il est obligé, Cherki, de bombarder et d'être un joueur intelligent et de prouver à Thierry Henry qu'il mérite sa place aux JO. Et ben moi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà. C'est tout hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on n'a pas noté? Les entrants, bon, Mamaldé c'était compliqué, mais en vrai, Mamaldé il peut choper un penalty. Koumbedi, un peu anecdotique aussi. 5 plus les 3 de 23 ans, oui. Complètement. Ça fait 8 joueurs qui sautent, effectivement. Oui, on n'a pas parlé d'Anthony Lopez, c'est vrai, mais on va en parler. On va en parler tout de suite puisqu'on va faire les notes. Alors, les notes. Donnez-moi 2 secondes, ça arrive. Tac. C'est probablement la dernière fois qu'on fait les notes sur Paint, mais vous inquiétez pas, on pourra dessiner le terrain quand même. Alors, on va dessiner le terrain, même si il est déjà dessiné ailleurs. Hop. On va le faire un peu à l'arrache. Hein. Évidemment, c'est quand je dis qu'on le fait à l'arrache que c'est le plus beau de la saison. Franchement, il est beau là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas mal. Il est pas mal ce terrain. Alors, je vous rappelle, avant qu'on commence les notes, que vous pouvez faire vos notes. Et après, quand on aura fini mes notes, on passera sur l'écran de vos notes. Vous allez pouvoir noter les joueurs. Et d'ailleurs, je pense que je vais demander à Cédric de vous faire noter le terrain aussi, tant qu'à faire. Vous allez pouvoir noter les joueurs de façon collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez... donnez-moi 2 secondes. Si vous mettez le nom d'un joueur et une note à côté comprise entre 0 et 10, la note sera enregistrée par le logiciel et à la fin, on aura une belle fiche de notes collaborative. Voilà. Il est passé de 9 sur 10 à 6,5. Ouais, désolé. Alors voilà, on va commencer par Anthony Lopez. Je pense qu'il est un peu mieux parce que l'épaisseur du pinceau n'était pas énorme. Lopez. Voilà, on avait ensuite Tolisso. C'est mieux hein, quand j'ai ma vraie souris. Hein. C'est quand même vachement mieux. Hein. Jack O'Brien. Hein. Ainsley Maitland-Niles. C'est où qu'on note? Vous notez dans le chat. Vous postez votre message dans le chat et ça va enregistrer. Vous allez voir. Mais vous notez dans le chat. Vous mettez par exemple Lopez 7 et ça va enregistrer la note d'Anthony Lopez. Ensuite, on avait à gauche Enrique. On avait Matic. Cherki. Cacré. Lacazette. Et Orban. Et on va rajouter Pierre Sage. Ici. Voilà. Et on va rajouter aussi également Ernest Nuama, puisqu'il a joué une mi-temps entière. Voilà. Bravo pour le spam. Je suis très fier de vous. On va commencer par Lopez, si vous le voulez bien. Chaque chose en son temps. Commençons par Lopez, s'il vous plaît. Et sachez qu'à terme, quand vous aurez noté tous les joueurs, vous pourrez sortir vos notes directement dans l'application. Combien on met à Lopez? Lopez, c'est quand même un bon match. Hein. Il y a 2 très beaux arrêts sur des frappes de Richardson, une pied gauche, une pied droit. Je l'ai trouvé plutôt fiable, Lopez. Moi, je pense qu'on irait sur du 7 de mon côté. Un bon 7, voire même presque un 7,5 honnêtement. Hein. Presque un 7,5. C'est vraiment un bon match de Lopez. La défense centrale, qu'est-ce que vous mettez sur la défense centrale? À terme Ben Arfa. Oui, pas mal, Salomé, pas mal. La défense centrale, moi, j'ai trouvé plutôt solide. J'ai trouvé Keita Tsar et O'Brien plutôt simple. C'est pas eux qui sont fautifs sur le but, ils ont été plutôt solides pour la suite. Vous m'avez mis quoi? Vous m'avez mis 6 pour les deux? 6, c'est pas mal, non? O'Brien 7? Non, c'est un peu au 7 quand même. Moi, je mettrais 6 aux 2, ça me semble plutôt honnête. 6 aux 2, c'est quand même cool d'avoir une charnière centrale qui fonctionne.
C'est quand même pas mal d'avoir une charnière centrale qui fonctionne. Tolisso, pareil. Tolisso, c'était un match intéressant, peut-être un petit peu plus en retrait que les autres. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, là? Ah, si, active. Ah, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Tolisso, vous m'avez mis quoi? 6 6 aussi? Allez, 6. 6 au 6, effectivement. Enrique, pour le coup, Enrique, pour moi, c'est l'homme du match, hein, en vrai. Hein. Il a été vraiment excellent. Je pense qu'on va mettre 7,5 de mon côté. Matic, je l'ai trouvé peut-être un petit peu en retrait. Un petit peu moyen, mais pas catastrophique non plus. J'hésite à mettre 4, peut-être 4,5. On va mettre 4,5. On va mettre 4,5. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez noter une fois. Hein. Vous avez un vote par joueur par compte. Hein. Ça sert à rien de voter 15 fois. Mathis, je vais mettre 4,5. Cacré, vous avez mis combien? 7. Je regarde, je triche, je regarde vos notes. Ah, vous avez pas mis beaucoup à Cacré. Cacré, moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Hein. C'est quoi votre justification pour Cacré? À côté de ses pompes, perte de balles. Ouais, je vous trouve un peu dur avec Cacré, honnêtement. Bon, je vous trouve un peu dur. Moi, je le mettrais un petit peu plus que la moyenne. Je mettrais 5,5 à Cacré. Maitland Nice, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Pas mal, mais pas extraordinaire non plus. On est sur un 5,5 à mon sens. Et derrière, sur la ligne offensive, en commençant par Orban. Orban, Orban, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué, Orban. C'était un match un peu moyenasse. Il y a quand même ce travail au pressing et ce travail de libération d'espace qui est intéressant pour Orban. Mais on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Ça m'inquiète pas tant que ça. Mais là, il était dans les dispositions pour être vraiment bon. Et il n'a pas été, malheureusement. Il n'a pas été. Donc on va mettre 3 pour Orban. C'est un peu dur, mais en réalité, le match ne vaut pas plus. Lacazette, moi, je l'ai trouvé... il a manqué la niaque de Lacazette. Il était dans son rôle, mais il lui a manqué le dernier geste, il lui a manqué le dernier coup de rein. Donc c'est pas un super match de Lacazette, effectivement, j'allais mettre 4. Et on va terminer par les deux vrais bons joueurs de cette ligne offensive. Cherki, moi j'ai trouvé que c'était un super match de Ryan Cherki. Vraiment un super match. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu jouer un petit bout de cette seconde période parce qu'il est sorti sur blessure. Mais c'était un match sérieux de Cherki. Et j'ai envie de mettre 7, ouais. J'ai envie de mettre 7 à Cherki, c'est un 7 d'encouragement. Son match vaut pas 7, il vaut 6,5 peut-être, mais c'est un 7 d'encouragement. Et Nuama, pour le coup, sa rentrée est excellente. Il est parfait, hein, Nuama, dans sa rentrée. Il fout le bordel, il marque. Pour moi, c'est du 7. Nuama, c'est du 7. Hop là. Pierre Sage, coaching gagnant, match de grande qualité, pas grand-chose à lui reprocher. Honnêtement, Pierre Sage, moi, c'est entre 7 et 8. Dites-moi, mettez-moi dans le chat les notes pour Sage. Hein. On met quoi? On met 7, 8? On va mettre 7,5, hein, les gars. On va mettre 7,5. Et je vous rappelle que vous pouvez également noter Thomas Léonard, l'arbitre de la rencontre. Je vous laisserai le faire en votre âme et conscience. Voilà. Donc nous allons découvrir maintenant le fameux outil dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous allez voir, ça va s'afficher maintenant, dans une seconde. Voilà, c'est à ça que ça ressemble l'outil développé par Cédric. Et vous allez voir, ça va s'actualiser en temps réel avec vos notes, à mesure que vous les donnez. Ça, ce sont vos notes. C'est les notes que vous avez publiées dans le chat, que vous avez mises. Et si vous avez noté les 11 joueurs, bientôt vous pourrez télécharger votre fiche de notes pour la poster où vous voulez. Ce sont vos notes, ce ne sont pas les miennes, hein, ce sont les vôtres. On va faire une indexation de tout ça et faire des moyennes à la fin de la saison. Sachez qu'à partir de je ne sais pas quand, on aura également un petit concours de pronos, c'est-à-dire qu'à la fin du stream, à la fin du débrief, vous allez pronostiquer le prochain match et on fera un classement de ceux qui ont le mieux pronostiqué tout au long de la saison. Et peut-être qu'à la fin, on fera gagner des trucs. Pour l'instant, c'est pas encore au point, ce sera pour la saison prochaine. Voilà. Là, par exemple, si vous notez tous un joueur en particulier, vous pouvez voir que la note va changer en temps réel. Ah, je vous ai pas mis l'arbitre. Je vais vous mettre l'arbitre. Hop là, Thomas Léonard. Alors là, bon, il sort du cadre. Il faudrait que je le remette un peu mieux. Hop là, je vais vous le mettre là. Vous avez mis 1,8 à Thomas Léonard. Bravo à lui. Voilà. Il est pas mal mon petit outil, non? Il est sympa, hein? Bah on remercie. On dit merci Cédric dans le chat. Voilà, mettez merci Cédric. On l'applaudit aussi, tiens. On applaudit Cédric. Où est Nuama? Nuama, il est sur le banc. Pour le prochain match, il sera possible de le mettre sur le terrain. Pour l'instant, c'est pas possible. Nuama est à 6,8 et vous avez mis 6,5 à Benrama. Voilà, on dit merci Cédric, Cédric Le Goat. Avec sa société qui s'appelle Dioneo, si je dis pas de bêtises. Voilà, si vous avez besoin de développer des trucs, vous allez vous tapez Dioneo sur Google. Merci Tivers et merci Carlou pour les abonnements également. Ah, vous voyez, ça a augmenté là, vous m'avez fait baisser Orban. Vous pouvez récupérer vos propres notes. Ah, tu peux pas poster de lien. Par contre, tu peux me l'envoyer sur WhatsApp et moi je peux le poster le lien si tu veux. Cédric.
Toi, tu peux pas te poster. Mais je vais te passer en VIP, comme ça, tu pourras le poster. Mais si tu me l'envoies sur WhatsApp, je vais pouvoir poster. Voilà, parfait. Donc, si vous allez sur ce lien-là, que je vous mets dans le chat, là, vous allez pouvoir télécharger vos propres notes. Vous avez juste à remplir votre pseudo et la date du match. Donc, la date du match, c'était le 30. Et vous allez pouvoir récupérer vos notes sur un visuel dédié à ça. Trop bien, en vrai. Trop bien. Et donc, probablement faire péter le site, tout à fait. Voilà. On est encore en phase de construction de cette application-là, qui sera pleinement prête pour la reprise de la Ligue 1 en août. Et on va la développer de ouf. Moi, mon but, c'est de potentiellement, je vous dis bien potentiellement, hein, j'ai aucun accord, j'ai discuté de ça avec personne. Mais c'est peut-être de voir le club et de vous faire gagner des places pour les matchs, pour ceux qui pronostiquent bien. Ça, ce serait cool, ça. Voilà, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà. On a terminé ce débrief. Si vous êtes sur YouTube, sachez que vous ne pouvez pas noter aujourd'hui les joueurs. C'est uniquement sur Twitch. Par contre, vous pouvez faire le Jurigno. Bon, vous pouvez toujours faire le Jurigno. Vous avez vu cette transition de champion de France, là? Le Jurigno, hop là, c'est parti. Vous vous rappelez comment ça fonctionne. Plus 5, moins 5 pour tous les joueurs. Je vous mets le lien dans le chat. On va noter, bien évidemment, Enrique, Cherki, Nuama, qui sont les joueurs qui ont le mieux pesé sur la rencontre. On va mettre plus 3 à Nuama, plus 4 à Cherki, plus 4 à Enrique, plus 3 à Cherki. Et dans les flops, je pense qu'on va mettre Orban, ça me semble assez logique. On va lui mettre moins 3. Et qui on pourrait mettre dans les flops? En vrai, il n'y en a pas trop des autres flops. Hein. Lopez, ouais, Lopez mérite son plus 3 quand même. Hein. Lopez mérite son plus 3. Voilà, ça c'est pour ma notation sur le Jurigno. Vous pouvez noter, on est à 118 votes. Je pense que vous pouvez faire monter ça à 130, 140. Toujours tout ça pour voir que c'est toujours Cacré, hein, qui est toujours largement en tête du classement en relief. Et que malheureusement, je pense qu'on ne verra pas Lovren repasser une place à Tolisso qui est un petit peu mieux. Et pareil, Diomandé, d'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Sinali Diomandé, qui se manifeste. Voilà, on a terminé sur ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller lâcher des petits pouces sur YouTube, de mettre des commentaires. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires avec des noms de fromage. Ça me fait beaucoup rire. Peut-être qu'il faut changer. Peut-être qu'il faut, je sais pas, mettre des noms des crus de vin ou des autres plats typiques de la France. J'en sais rien. En tout cas, je m'arrache un petit peu pour continuer à vous proposer les débriefs dans cette période qui est chargée en termes de taf. Mais on va continuer. On va continuer. Le prochain débrief, ce sera mercredi et non pas mardi, puisque mardi, je serai occupé, puisque je serai au stade une nouvelle fois pour aller porter chance à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je l'espère. Donc, on se retrouvera mercredi soir pour le débrief différé de OL Valenciennes, en espérant, évidemment, on croise les doigts, fêter une victoire et une qualification en finale. On se retrouvera après dimanche à 10h pour le live, le cast avec les images de la course Espoir et la course Junior de Paris-Roubaix. Et derrière, on se retrouvera dimanche à 23h pour le débrief de Nantes OL à huis clos. Ce sera normalement en direct sur la chaîne, sauf si la SNCF décide de me niquer la gueule comme elle m'a niqué aujourd'hui. Voilà, il y a moyen que tu laisses Zach à l'entrée du stade, s'il te plaît. Zach, il était avec moi quand on a gagné contre Strasbourg. Donc Zach n'est plus un chat noir. C'est chat noir plus chat noir, ça s'annule. Allez, on dit au revoir à YouTube et à ciao.